Dans cette série de vidéos, je vous emmène à la rencontre de mosaïstes talentueux et passionnés. Ils nous raconteront leur parcours, leurs sources d'inspiration et leur façon de créer. Allez, c'est parti, je vous emmène. I'll be right behind you, Josephine. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'aller à la rencontre d'une mosaïste atypique, Sœur Samuelle. J'ai l'occasion de la rencontrer à Chartres pour la clôture de son exposition. Donc voilà, j'ai quelques instants avec Sœur Samuelle. Bonjour Sœur Samuelle. Bonjour Myriam. Un grand merci de nous consacrer un petit peu de temps pour nous expliquer votre parcours dans la mosaïque. C'est vraiment, je pense, un parcours atypique. J'ai hâte de vous poser tout un tas de questions. Avec joie. Donc un grand merci encore de nous consacrer ce temps-là. Alors je ne sais pas déjà en quelques mots, où est-ce qu'on peut reprendre peut-être un petit peu votre parcours? Est-ce que vous avez une formation d'art ou quelque chose déjà un peu en lien avec la mosaïque? Alors ma formation artistique, elle a débuté dans la musique. D'accord. Très simplement, mais de manière assez dense finalement, à partir du collège. Et donc j'ai fait un instrument de musique au conservatoire à Paris. Donc oui. Voilà, ça me prenait quand même beaucoup de temps. J'ai fait du chant également. Et je pense que c'est un peu le premier terreau artistique dans lequel j'ai évolué avec énormément de joie et d'aisance aussi. Et puis, le bac arrivant, je me suis un peu évidemment posé la question de savoir ce que j'allais faire après. Et j'ai eu l'idée, en échangeant avec les uns et les autres, de me tourner vers un métier plutôt manuel. Et je me suis inscrite pour faire des études d'ébénisterie. Je n'y connaissais absolument rien, je ne savais pas reconnaître une essence de bois d'une autre. Je ne connaissais rien du tout à l'histoire du mobilier. Et en fait, je suis rentrée à l'école Boulle et puis c'était une formation donc, qui durait 3 ans et qui s'est très bien passée et voilà, je pense qu'il m'a apporté énormément de choses. C'est vraiment une école d'excellence. Une formation très complète où on apprend vraiment une technique appliquée à un matériau, donc l'ébénisterie avec le bois, mais où il y avait d'autres cours comme de l'histoire de l'art, du dessin, de la composition graphique, du modelage, du nu, de la perspective, du croquis extérieur. Donc très complet. Très complet et éveillant beaucoup de cordes en fait en moi dans le domaine artistique. Et puis donc j'ai passé mon diplôme. Parallèlement à ça, je me grandissais en moi depuis un certain nombre d'années l'idée d'une vie religieuse, donc vraiment une vocation religieuse. Donc en fait, je suis rentrée dans une communauté, dans une congrégation religieuse après mon diplôme. Et il se trouve que cette congrégation avait un rythme qui faisait que ses membres travaillaient à mi-temps, plutôt à l'extérieur, dans le but de subvenir aux besoins de la congrégation. Et donc, j'ai toujours continué à travailler dans des ateliers. D'accord, et toujours dans cette période-ci, dans l'ébénisterie? Dans l'ébénisterie, alors plutôt en restauration de mobilier. Ensuite, j'ai fait un peu de création. Cette congrégation était à Paris, ensuite on m'a envoyé en Belgique, ensuite on m'a envoyé en Italie. Donc vous voyez, ça m'a un petit peu fait voyager. Mais ça m'a fait découvrir aussi des ateliers différents. Alors, en Belgique plutôt en ébénisterie. C'est là que j'ai commencé à faire un peu de mosaïque de manière extrêmement artisanale par un ami qui m'a dit « Oh, tu sais, moi j'en fais avec des personnes handicapées, c'est assez simple, je trouve ça très intéressant. » Effectivement très simple. Il m'a offert des pinces, il m'a donné un peu de matériel, j'ai fini par trouver des smaltes par un ami italien. Donc je m'y suis mise de manière totalement autodidacte et j'y ai pris goût. Tout à coup, je me rendais compte qu'au-delà du travail du bois dont j'avais l'habitude, ce travail de la mosaïque me donnait la possibilité de partir dans quelque chose de plus figuratif. Tout à coup, je n'étais pas juste sur des découpes avec une scie, des angles droits, des arêtes vives, mais qu'il y avait quelque chose de plus libérant, de plus artistique. Et je pense que c'est ça qui m'a attirée. Puis, donc j'ai vécu à Rome pendant 8 ans, et c'est à la faveur de ce long séjour
D'abord que tout à coup j'ai été immergée dans un cadre culturel extrêmement riche. Oh, voilà, exactement. J'ai été au contact de grandes mosaïques dans des basiliques à Rome. Oui, oui. Donc tout à coup, là aussi, ça m'a un peu confortée dans cet attrait, cette appétence que j'avais pour ce. Mais au départ, la mosaïque, c'était pas forcément justement des décors religieux. Non, mais quand même, je vous avoue Très qu'assez vite, oui, à cette voilà, période-là, c'est ça qui m'a attirée parce que c'était un peu l'univers dans lequel j'étais. Et puis très simplement, j'ai intégré en fait un atelier qui était un gros atelier qui recevait des commandes. Donc c'est un travail de création pour des églises. Donc on faisait des grands décors religieux, figuratifs, généralement dans des églises modernes ou contemporaines avec des grandes superficies en béton par exemple ou en ciment, sur lesquels on venait faire des chantiers en pose directe. D'accord. Ah oui, carrément avec des pose directe. Voilà. Ah oui. Ou alors, si vous voulez, avant on faisait en atelier à l'horizontale sur fibre de verre. Oui. On faisait par exemple des personnages qui demandaient un certain travail minutieux. Exactement, plutôt les motifs très délicats à faire. Exactement, les détails. Et puis sur le chantier, on les posait, les fixait et on faisait le reste de la décoration en pose directe sur échafaudage. Ah oui, incroyable. Voilà. Donc j'ai travaillé dans cet atelier pendant un peu plus de 4 ans. J'ai participé à un certain nombre de chantiers en Italie et même à l'étranger. D'accord. Et puis c'est il y a 10 ans, en 2014, que je suis revenue en France après cette longue période à l'étranger. J'ai pris un peu de distance aussi avec la congrégation religieuse où j'étais, suite à des difficultés récurrentes. Et j'ai commencé à faire à rentrer dans un long travail, à la fois sur moi-même et sur mon travail artistique. Et ça s'est fait conjointement. Ça n'a pas été sans difficulté, il y a eu des moments douloureux, il y a aussi des moments heureux et joyeux. Dans un premier temps, j'ai continué, d'un point de vue artistique, à faire ce que j'avais appris. J'avais fait des personnages figuratifs. J'ai continué à faire ça parce que c'est ce que je savais faire. Oui, oui. J'ai eu quelques petites commandes, donc j'ai continué. Et puis peu à peu, parce que j'avais acheté du matériel, parce que j'avais récupéré des choses, j'ai commencé à, parfois, pour me changer les idées, à faire des petites mosaïques un peu abstraites, avec un morceau de marbre, avec quelques tesselles, avec un peu d'or, qui étaient des chutes de mon travail, voilà. D'accord. Et à les composer sur des petits formats. Donc là, on revient plus au design que peut-être qu'à l'école Boulle, vous aviez aussi un peu appris. Alors je pense en effet que ce que j'avais pu apprendre, ce qu'on avait pu m'enseigner, revenait sans que je me rende compte, mais que ces bases étaient toujours là. D'accord. Donc j'ai développé ça, et puis un ami peintre m'a fortement encouragée à faire une exposition en me disant mais ce travail plus abstrait, qui met très en avant la matière pour elle-même, je pense qu'il y a vraiment quelque chose que tu pourrais proposer. Et donc je me suis lancée dans une première exposition en 2017. D'accord. Il y a 7 ans, dans mon village, donc, dans l'Aube, à côté de la ville de Troyes. C'était très modeste, parce que c'était une première fois et que tout était nouveau pour moi de ce point de vue-là. C'est une exposition qui a reçu localement en tout cas, qui a été assez fréquentée. Et donc ça m'a fortement encouragée à poursuivre. Et donc... Et là, excusez-moi, du coup, les créations étaient déjà, comme à l'heure actuelle, un mélange bois, mosaïque ou... C'était vraiment essentiellement du marbre. D'accord. Un petit peu d'or, mais du marbre. D'accord. Des matériaux très classiques. Tout à l'heure, vous expliquiez justement que la base en fait, de vos mosaïques, c'était des matériaux récupérés, donc soit du bois, soit de l'ardoise, du marbre ou d'autres choses. Et après, le dessin, puisque vous étiez passé en fait, du figuratif, alors que maintenant, il n'y en a quasi pas. Quelle est votre source d'inspiration à l'heure actuelle? Alors c'est sûr que ce glissement qui s'est produit entre du figuratif et quelque chose, une production qui s'apparente plus à de l'art abstrait, même si le terme est tellement large que parfois il faudrait le redéfinir, mais il s'est fait assez progressivement. Évidemment, mon travail maintenant n'obéit pas à un dessin. Quand je travaille, je ne dessine absolument rien. D'accord. Je pars toujours d'un format, donc d'un support en contreplaqué. Je pars de matériaux que je décide d'inscrire dans ce format et d'une idée générale de ce vers quoi je veux aller. En fonction de ces 3 éléments, format, matériaux et ligne directrice, je vois ce que je veux faire, je me mets au travail à partir de ça. Mais je fais toujours en sorte que la matière rentre en ligne de compte dans ce projet
et que mon travail respecte en fait ce que la matière veut révéler d'elle-même. Donc, je privilégie, pour le marbre, je privilégie toujours vraiment une taille à la marteline et aux pinces. Oui, traditionnelle. Très traditionnelle. J'ai une grande machine de découpe avec un diamant, une machine à eau, j'en ai une, qui me permet quand même de passer des très grandes dalles de marbre à des morceaux plus petits, ne serait-ce que pour pouvoir les manier plus facilement. Oui, tout à fait. Mais ensuite, c'est vraiment un débit à la main, et pour moi, c'est très important parce que je pense que c'est grâce à ça déjà qu'on comprend comment la matière est structurée, comment elle est constituée, comment elle s'est sédimentée, où est la faille, dans quel sens le marbre va se laisser tailler et dans quel sens il va résister. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. Et en fait, tout ça, c'est un long apprentissage de ce qu'est la matière. Et je pense qu'on ne peut pas le faire si on ne passe pas par ce travail de la main et de l'outil dans la main. Et qu'il faut, moi je me rends compte, en fait, il faut des années. Voilà, j'allais dire, c'est vraiment de la patience. Il faut des années. Pour comprendre tout ça. Pour le bois, c'est plus simple parce que le bois a un fil qui est très repérable, beaucoup plus repérable que sur un marbre. C'est plus facile pour vous parce que vous avez justement appris aussi, l'expérience. Aussi, mais je pense que c'est un matériau, déjà c'est un matériel végétal et non pas minéral, qui, de ce fait, a une forme de souplesse et qui se rapproche davantage de, comment dire, de ce qu'est l'humain en termes un peu de dimension organique en fait de ce que nous sommes. Donc voilà, pour le bois c'est plus simple. L'ardoise reste un matériau très difficile à manier. Donc c'est un schiste avec des feuilles un peu intercalées les unes avec les autres, mais avec des fils qui se croisent et s'entrecroisent. Donc même si c'est peu épais, l'ardoise offre une très grande résistance d'une part et d'autre part est très coupante. Donc c'est pas simple. Et puis le quatrième matériel, alors qui est beaucoup plus récent, pour moi c'est l'utilisation du verre, de ces verres colorés qui sont des verres opaques. Donc ils proviennent d'où? C'est vraiment de Venise, admettons, ce sont les smaltes ou... Alors ce ne sont pas des smaltes, c'est vraiment du verre de quelques millimètres d'épaisseur, comme on a des verres pour faire des vitraux. Oui. Ce sont des verres de ce type-là, mais faits pour la mosaïque, qui sont teintés dans l'épaisseur. Le verre américain? Grosso modo, c'est ça. Ils ne sont pas tous de là-bas, mais ça s'apparente à ça. C'est des productions qui ne sont pas totalement industrialisées. Donc on a des verres avec vraiment des veinages qui ne sont pas répétitifs d'un verre à l'autre. Donc malgré tout, il y a un côté qui reste aussi naturel à travers ça. Donc là, c'est un travail au diamant assez classique, très coupant, évidemment, pas si résistant que ça. Et ça, c'est un travail relativement récent qui m'est venu dans le prolongement du travail de l'ardoise. C'est vrai que c'est une similitude. Voilà, j'y vois une sorte de dialogue entre ces deux matériaux. Mais en tout cas, quelle que soit la matière utilisée, moi, je me rends compte que ma disposition quand je me mets au travail est vraiment, bien sûr, de travailler ces matériaux, mais aussi de prendre conscience que ce sont ces matériaux qui me travaillent. Et que c'est ce dialogue entre ces deux parties qui va donner quelque chose. Et dans ce sens, quand je me mets au travail, dans cette disposition, bien sûr que j'ai une idée de ce que je veux faire, je sais vers quoi je veux aller, mais je sais très bien qu'à un moment donné, la matière va dévier mon intention initiale parce que je vais avoir telle résistance dans un marbre, telle brèche dans une ardoise, tel nœud dans un morceau de bois. Et que ce qui pourrait apparaître comme une forme de vulnérabilité de la matière, voire de défaut de la matière, va devenir pour moi l'occasion de mettre cet aspect-là en valeur et donc d'accepter que la matière travaille mon intention initiale. Et donc, pour moi, c'est vraiment une histoire d'amitié avec la matière et d'arriver à rentrer en conversation avec elle, d'arriver à l'apprivoiser beaucoup plus que de la dominer ou que de la maîtriser, mais parce que je sais qu'elle aussi est en train de m'apprivoiser et qu'elle ne va pas me dominer, elle ne va pas me maîtriser, mais qu'on peut avoir ce va-et-vient entre les deux. Très bien. Et dans vos propos, vous parlez justement de dialogue, de conversation.
Et je sais que certains artistes, mosaïstes ou pas, mais ont un certain rituel. Tout à l'heure, vous m'avez parlé également de musique. Alors, est-ce que vous travaillez dans le silence le plus complet et justement, il y a uniquement ce dialogue entre vous et les matériaux, la mosaïque à venir? Ou est-ce qu'il y a un fond musical? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose pour une ambiance? Alors, du fait de ce que je suis, à savoir une religieuse, et du fait que je ne vive plus dans une congrégation religieuse, mais que je vis seule en tant qu'ermite, donc sans appartenir à un groupe, sans être en référence à un groupe en tant que tel, c'est vrai que je vis dans un univers marqué à la fois par la solitude et par le silence. Et que ces deux aspects sont des choses, je pense, qui me constituent intérieurement, qui m'attirent, qui parfois ne sont pas faciles, parce que c'est pas toujours simple, et si simple que ça, mais ça me met d'emblée dans des conditions et dans un climat, je pense, de contemplation, dans une forme de recueillement en quelque sorte, mais qui, bien sûr, favorise un travail technique réel, hein, c'est pas un recueillement... presque de concentration. Voilà, c'est ça. Après, j'ai pas ce qu'on appelle un rituel de travail. Il y a des périodes où je travaille vraiment en silence pendant des journées entières. Il y a des périodes où la musique m'accompagne, la musique classique m'accompagne énormément. Il y a parfois des périodes où des conférences m'accompagnent, ou des lectures aussi, des lectures vraiment de textes de la littérature que j'écoute. Ça dépend aussi de la phase du travail dans laquelle je me trouve. Je me rends compte que vraiment la mise en route d'une mosaïque nécessite un investissement de tout l'être et que je ne suis pas du tout capable à ce moment-là d'écouter même de la musique, même en fond sonore. En fait, je ne peux pas. Il y a d'autres phases, par exemple une grande phase de débit répétée pour des formats comme ça où il y a quand même il y a des milliers de pièces débitées à la marteline. Bien sûr qu'il y a une attention à la taille, mais malgré tout, je me rends compte que je peux tout à fait écouter quelque chose en même temps. Donc je pense que ça dépend des phases, à la fois du travail et des phases intérieures mais qu'on ne peut pas toujours expliquer, qui nous échappent. Tout à fait, je comprends. Il y a aussi des mosaïstes qui vont tailler tesselle par tesselle, les unes après les autres, et elles vont trouver leur place au fur et à mesure, et d'autres qui vont en couper plein d'avance, et après seulement l'assemblage se fera. Vous avez une habitude ou pareil, vous pouvez mixer les deux méthodes? Alors j'ai plutôt tendance à faire des journées de débit. D'accord. Donc vraiment déjà passer en machine mes dalles pour sortir des barrettes, puis passer à la marteline pour sortir des tesselles. J'ai besoin d'avoir une base en fait un peu permanente. D'avoir du choix déjà. D'avoir un choix, d'avoir une sorte de palette. Voilà. Souvent avec des marques que je connais et avec lesquelles je travaille depuis très longtemps, des travertins, du Carrare pour les tons très clairs. Un peu d'azulbaya pour des tons bleus, voilà, des choses comme ça, de l'onyx. Donc j'essaie d'avoir des bacs qui sont à niveau, on va dire, ce qui me permet d'avoir toujours, comme un peintre, des tubes de peinture pleins, en fait. Sur cette base-là, j'ai d'autres choses en stock que je vais intégrer en fonction de telle ou telle mosaïque à faire et que je vais peut-être débiter différemment. Mais j'ai plutôt tendance quand même à partir avec des bacs pleins et à compléter au fur et à mesure, mais partir avec une base, vraiment. Ce qui me donne, par exemple, un format comme ça, en fait, je n'ai pas compté, mais il y a quand même énormément de matériaux différents. Donc tout à coup, j'ai plein de bacs avec beaucoup de matériaux différents, coupés dans des dimensions différentes aussi. Et en fait, en ayant ça, j'ai tout à coup la sensation d'avoir une créativité qui peut se décupler, parce que j'ai une matière présente sous différentes formes. Oui, c'est ce que j'appelle moi souvent le fait de pouvoir manipuler. Il faut avoir un peu de choix au départ et après effectivement il y a cette conversation qui peut intervenir. Alors je ne connais pas toutes vos œuvres mais j'ai l'impression qu'elles deviennent de plus en plus grandes. Est-ce que c'est une idée ou... Je fais alors régulièrement je fais quelques formats plus grands que malgré tout je limite parce qu'il y a la question du poids. C'est-à-dire qu'une pièce comme ça fait plus de 20 kilos et qu'étant seule, je suis assez vite confrontée à des difficultés de manutention. C'est ça, oui, la mosaïque, c'est effectivement pas léger. Ça devient vite lourd, il y a ça, les questions de transport aussi. Donc
je vais rarement au-delà de 25 kilos parce que je me rends compte qu'en fait, je ne peux plus les porter seule, les mettre dans un véhicule, ça devient compliqué. Donc voilà, c'est ça qui me limite. Cela dit, c'est sûr que les formats en marbre sont tout de suite très lourds. Le travail avec le bois est beaucoup moins lourd. Et donc, je me rends compte aussi que le travail du bois me permet d'aller sur des formats vraiment plus grands parce que je ne vais pas avoir cette difficulté du poids. Donc, ça se diversifie. Le verre aussi n'est pas très lourd, donc je sens que je suis en train de prendre un peu de superficie sur ces formats. Mais je n'abandonne pas du tout pour autant des formats beaucoup plus petits parce que j'ai à cœur aussi que mon travail puisse rejoindre chacun là où il en est avec l'art. C'est-à-dire que sur une exposition comme ici à Chartres, je me rends compte que parmi les visiteurs, il y en a qui ont l'habitude de fréquenter une exposition, que ce soit de mosaïque ou autre, mais qui sont familiers avec ça, de rentrer, de visiter et d'acheter éventuellement. Voilà. J'ai d'autres personnes qui rentrent parce que la porte est ouverte, qui n'ont pas l'habitude et qui peut-être inconsciemment ont un peu l'idée que c'est réservé à une certaine catégorie de la population. Ça va être trop cher et pas trop cher. accessible. Il faut être outillé pour comprendre. Je n'ai pas été initiée, je n'y connais rien à l'art. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en privilégiant le petit format, la mise en relation entre le visiteur et l'œuvre se fait plus facilement. Le budget est plus bas, et que parfois j'ai des personnes qui osent acheter une petite mosaïque en me disant c'est la première fois de ma vie que j'achète quelque chose dans une exposition, que j'achète une œuvre d'art, et qui éprouvent une grande satisfaction. Et pour moi, c'est une très grande joie de voir ça. Et donc, je ne veux pas du tout m'éloigner de cette proposition et de ce format qui parfois me demande beaucoup de temps. Parce que, en fait, proportionnellement, c'est sûr. Proportionnellement, ce n'est pas parce que c'est petit qu'on y passe moins de temps. Oui. Parfois, on y passe plus de temps. Mais je tiens à garder ça, à y mettre la même exigence de travail parce que je me rends compte qu'il y a des personnes pour qui c'est tout à coup une porte qui s'ouvre. Et moi, ça me réjouit de voir ça. Oui. Tout à l'heure, vous parliez de design et savoir ce que c'est exactement le côté abstrait. Et en plus, je trouve que le fait que ça soit abstrait, ça rend encore parfois les choses un peu moins accessibles. Tout à fait. Les gens sont quand même beaucoup plus habitués à, comprendre une nature morte ou du figuratif religieux, on est habitué. Et là, le fait que ça soit abstrait, ça peut encore bloquer certains, mais c'est peut-être la lumière qui les attire aussi, je ne sais pas. Peut-être, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne sont pas habituées, qui ne sont pas de plein pied, à qui ça peut faire peur, parce que comme vous le disiez, on ne sait pas comment faire, on a l'impression qu'on n'a pas le mode d'emploi. Oui. Alors moi, ce qui me réjouit aussi, c'est de voir que certains visiteurs, certaines personnes font l'effort, font le petit parcours dans une exposition, se laissent rejoindre par les choses qu'ils voient, font l'expérience tout à coup qu'il y a une mosaïque qui les attire, sans qu'ils sachent pourquoi. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Voilà, des fois on ne comprend pas les choses, mais on a un coup de cœur. On fait 3 fois le tour et en fait on revient toujours à la même. Et puis certaines personnes arrivent à exprimer quelque chose, d'autres pas du tout, mais tout à coup sont bien face à ça. Et en fait, moi je trouve que ce sont des moments privilégiés pour ces visiteurs, quels qu'ils soient, et peu importe ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils ne cherchent pas, mais pour tout à coup vivre un moment de pause, de fenêtre qui s'ouvre. Sur une exposition, une mosaïque accrochée me fait toujours penser à une fenêtre. J'ai toujours l'impression qu'on a une fenêtre dans un mur, que quelque chose est ouvert sur un extérieur, sur un paysage auquel on ne s'attendait pas forcément, mais qui révèle quelque chose. Et l'une ou l'autre personne font cette expérience. Parfois, on la simplicité de pouvoir partager verbalement ce qu'elles ressentent. Pour d'autres, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas les mots. Donc ce sera des mots très généraux, mais qui expriment leur joie ou la paix qu'ils ressentent. Et en fait, tout ça, pour moi, sont des retours extrêmement positifs, même s'il n'y a pas le détail de ce que les personnes ressentent, mais très positifs parce que moi, je fais ce travail d'abord pour vivre parce que j'en vis. Je fais ce travail aussi parce que je sens qu'en le faisant, il me donne une certaine paix. Il m'ouvre à une certaine paix et que cette ouverture, cette recherche, ce que je reçois à travers mon travail, d'autres le reçoivent aussi. Et donc moi, ça m'encourage à poursuivre. Exactement. La mosaïque,
on dit souvent, voilà, ce sont forcément des tesselles, donc des morceaux qu'on réassemble. Est-ce que vous parlez de paix, donc tout ça, ça me parle aussi. Est-ce que justement c'est une nécessité pour vous? Est-ce que la mosaïque est devenue tellement naturelle pour recoller peut-être certains morceaux? Oui, tout à fait. J'ai mis du temps en fait à comprendre ce que vous venez d'exprimer, à comprendre que ça s'appliquait à ma vie. D'accord. Dans un premier temps, vraiment, il y a 10 ans, quand je suis revenue en France et que j'ai dû travailler vraiment pour vivre, pour subvenir à mes besoins, voilà, j'ai fait ce que je savais faire et j'ai fait ce qu'on m'avait appris à faire. Peu à peu, en déposant des choses de ma vie, en me rendant compte que j'avais besoin de prendre une distance et de faire un chemin qui m'était propre, y compris dans ma vie spirituelle, je me suis rendu compte que le travail de mes mains ne faisait que mettre en forme ce que je vivais intérieurement et pour lequel je n'avais pas toujours des mots justes ou pour lesquels je n'avais pas accès à la conscience de ce qui se passait en moi. Avec le recul aujourd'hui, je constate avec joie que en fait, je n'ai eu de cesse de mettre en forme à travers mes mains ce qui se passait à l'intérieur de moi et que la paix que je peinais à trouver, à retrouver, l'éclatement intérieur que je pouvais sentir, le tiraillement, le désespoir parfois, finalement, pouvait trouver une forme de résolution, une forme d'avancée à travers mes mains. Et aujourd'hui, vraiment, je me rends compte que je passe mes journées à recoller des morceaux. D'accord. Au sens propre. Oui. Mais souvent au sens figuré. D'accord. Encore cette nécessité sans doute intérieure. Sans doute moins, mais je pense qu'en effet, ce qu'est la mosaïque, c'est-à-dire l'art d'un assemblage de parties diverses, disparates, parfois de qualités totalement opposées entre un galet d'une rivière et une feuille d'or. On a des mondes opposés. En fait, ce n'est que le reflet de nos mondes intérieurs. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you Et que pour moi, la mosaïque a été, je pense, vraiment une voie de reconstruction et d'une forme de résurrection, de reprise de la vie, d'une vraie vie possible, où ce qui était éparpillé en moi retrouvait un agencement, retrouvait peu à peu une unité, en tout cas une unification de parties éparses, diverses, parfois souffrantes, mais qu'en fait tout cela pouvait être mis ensemble pour reprendre vie et reprendre route. Et aujourd'hui, je pense que ça me serait difficile de vivre sans ça et que ça fait profondément partie de ce que je suis. Alors, je ne me résume pas à ma mosaïque, mais je pense que ça fait vraiment partie d'un équilibre peut-être. D'un équilibre, d'un langage aussi. Oui. C'est une manière d'exprimer quelque chose qui m'est propre, qui est lié à ce que j'ai pu vivre pendant un certain nombre d'années, mais que cet aspect-là, même s'il n'est pas exprimé explicitement, verbalement, rejoint des personnes qui, sans savoir tout ça, expriment d'elles-mêmes, parfois, je vous disais, une paix face à quelque chose, une sensation d'unité. De sérénité. Voilà. Et ça aussi, pour moi, c'est une vraie joie de voir que un vrai travail intérieur sérieux, mené sur du long cours, en quelque sorte, vaut la peine, enfin, la peine que ça a pu engendrer valait le coup d'être mené parce que ça produit quelque chose qui peut être partagé avec d'autres. Oui, justement, tout à l'heure, en parlant de partage aussi, vous disiez que les gens pouvaient se balader et sans savoir pourquoi ils sont attirés vers une mosaïque. Et c'est vrai que quand on connaît un petit peu ce que vous venez d'exprimer, cette reconstruction pour trouver la paix, peut-être que certains retrouvent leur propre paix sans tout comprendre. Voilà. C'est la magie aussi de l'art. Je trouve de lier, d'avoir peut-être même indirectement, alors je vais peut-être un peu loin, mais une conversation avec vous et eux aussi. Tout est peut-être lié. Mais je pense à différents niveaux, parce que parfois ça se passe de mots. Complètement. Et on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Et en fait, c'est très bien. Et puis parfois, l'une ou l'autre personne, si je suis présente, sont heureuses de venir échanger.
quelques mots, et puis en fait les quelques mots un peu de mise en relation donnent lieu à une conversation plus approfondie, plus profonde. Et donc chacun très simplement exprime des choses plus personnelles. Et moi, vraiment encore une fois, c'est très encourageant. Parce que je me dis, mais c'est un travail dans lequel je me suis énormément investie, que je fais comme un travail à temps plein, enfin c'est une vraie activité professionnelle, mais qui ouvre aussi à autre chose et qui vient rejoindre la profondeur de ce qu'est chacun en fonction de son désir, sans imposer quoi que ce soit. Donc au départ, il n'y a pas cette volonté de passer un message à travers vos mosaïques? Non, je crois pas. D'accord. Alors que moi, je me souviens de la première fois où j'ai découvert et admiré vos mosaïques, je me suis dit, ce mélange justement avec l'or m'avait vraiment interpellée. Je trouvais que c'était déjà un lien avec les mosaïques religieuses, où on est habitué à voir de l'or. Et je trouvais que ça faisait vraiment, en tout cas pour moi justement, comme quoi c'est exactement mon interprétation, mes sens avec la lumière, l'espoir. C'est comme ça que moi, en tout cas, justement, j'ai ressenti et reçu vos mosaïques. Mais je pense qu'à la base, en fait, il y a plus une recherche vraiment plastique dans mon travail. Oui, mais voilà, je suis très étonnée de ça, justement. Et qu'à travers cette recherche plastique, autre chose passe. Rejaillit, oui. Et je me rends compte, en fait, une fois que une exposition est accrochée, je me dis, oui, quand même, il se passe des petites choses. Mais il n'y a pas la volonté de passer tel message, de mettre en avant telle thématique. Parce que c'est vrai que vos mosaïques sont plutôt minimalistes, en tout cas peuvent le paraître comme ça, très épurées. Donc je trouve que c'est vraiment le lien avec justement votre vie religieuse en ermite. Et en même temps, il y a vraiment, cette lumière qui transparaît. Donc peut-être aussi, je me répète, mais cet espoir en la vie. Aussi, oui, bien sûr. Et heureusement. Heureusement. Et puis c'est vrai que l'utilisation de l'or est en fait très très présente dans mon travail. Et j'ai été quand même très marquée en Italie par ces mosaïques de type byzantine, que ce soit à Rome, à Ravenne, à Venise, les grands lieux qu'on connaisse dans ce domaine, où il y a toujours malgré tout un peu d'or, même si c'est réduit en termes de superficie. Il y a toujours une auréole. Il y a toujours quelques petites fleurs avec quelques ficelles. Et en fait, juste parce qu'il y a ça, tout à coup, on a une lumière qui est réfléchie. Et en plus, on a cette sensation d'un champ supplémentaire, d'une profondeur de champ que je pense que nous n'aurions pas s'il n'y avait pas cette aisselle d'or. Et sans que ce soit volontaire, encore une fois, spontanément, j'ai fait ça dans mon travail. Mais parce que je pense que j'ai emmagasiné tellement d'images que ça ressort d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Alors, donc voilà, j'ai utilisé les tesselles dorées qu'on a l'habitude d'utiliser quand on fait la mosaïque. Et puis j'ai commencé à mettre de la feuille parce que ça permet de faire des aplats, ça permet de jouer avec les carats, du 24 carats au 10, et donc d'avoir des ors différents. Donc en fait, il y a une infinité de possibilités qu'offre l'or que j'aime énormément exploiter. Et c'est vrai que j'ai souvent la sensation qu'en ajoutant de l'or, j'offre un champ supplémentaire, j'offre une profondeur supplémentaire, comme si on avait quelque chose en perspective, en fait. Bon, donc l'infinité, ça veut dire qu'il y aura d'autres créations et d'autres expositions. On n'est pas prêt de s'arrêter. Il y en aura d'autres, il y aura d'autres expositions, puisque déjà, assez prochainement, il y en aura une autre dans la Nièvre, au mois d'août 2024 en Ardèche. D'accord. Et puis déjà, là, je suis sur 2025, pour la période printemps-été, il y en a déjà 3. Le programme est chargé. Oui. Mais c'est toujours très très beau pour moi d'avoir ces propositions qui arrivent de lieux très différents. Parfois, ce sont des vrais lieux d'exposition qui me proposent. Parfois, ce sont des réalités à taille beaucoup plus réduite qui ne sont pas des lieux d'exposition, mais où tout à coup, des gens se disent « mais pourquoi pas ? Pourquoi on ne fait pas ça dans notre ville, dans notre village, dans notre réseau d'amis ?» et qui donc se décarcassent pour organiser une exposition. Et je trouve ça bien aussi de varier, exactement, de varier les formats, de varier les possibilités, et que aussi de cette manière ça puisse rejoindre des gens là où ils sont, parfois dans des zones rurales un peu plus retirées qu'une ville comme Chartres. Voilà, venir à la rencontre des autres. Ouais. Très bien. Alors l'expo à Chartres se termine, c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc les gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir vos mosaïques ici,
et peut-être que grâce à cette vidéo, vont avoir envie de voir vos mosaïques en vrai. Où est-ce qu'ils peuvent venir? La prochaine exposition aura lieu où? La prochaine exposition commence le 15 juin. D'accord, donc dans 2 semaines, dans un village dans la Nièvre qui s'appelle Murlin, qui est à côté de la Charité-sur-Loire. Une exposition avec une thématique assez forte. C'est une exposition qui m'a été commandée par une entreprise de tonnellerie. Donc on est dans le monde du bois, de la forêt, du chêne. On retrouve le bois. Ça. Pour peut-être des informations plus précises, j'ai toujours à cœur d'annoncer mes expositions. Peut-être sur votre page Facebook? Exactement, sur la page Facebook et la page Instagram, toutes les deux au nom de Sœur Samuel Mosaïque. Donc en amont, une dizaine de jours avant, j'annonce toujours les expositions, heures, dates, lieux et quand je suis présente, ce qui me permet aussi d'échanger, de rencontrer des personnes si elles souhaitent me rencontrer. C'est toujours le moment favorable. Et puis l'autre sera donc la première quinzaine d'août en Ardèche, dans la petite ville de Vernoux en Vivarais. D'accord, très bel endroit. Parfait, donc un beau programme. Oui. En tout cas, nous, dans la vidéo, dans la description, on va mettre toutes les informations pour que les gens qui veulent voir vos expos ou en savoir plus puissent vous suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, vraiment un grand merci. C'était une vraie joie pour moi de vous rencontrer, d'en savoir un peu plus sur votre parcours créatif et artistique. Merci, et merci Muriel, et puis merci aux futures personnes qui pourront découvrir mon travail aussi à travers votre vidéo. J'espère que cette rencontre avec Sœur Samuel vous a plu et si vous souhaitez en savoir plus, dans la description, vous allez avoir toutes les informations concernant la page Facebook et le compte Instagram. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Au revoir. J'espère que vous avez aimé cette rencontre. Cliquez sur le pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche. À très vite pour une nouvelle rencontre. I'll be right behind you, Josephine.